Spy X Family est une série de mangas de Tatsuya Endo, éditée par la Shueisha depuis 2019 et dont la version française, traduite par Satoko Fujimoto, est prise en charge par la maison d'édition Kurokawa. Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est de montrer comment Tatsuya Endo introduit le pouvoir de la télépathie dans son manga, les différentes astuces de mise en scène qu'il a utilisées à la fois de manière didactique et créative. On va parler de découpage, de mécanismes de comparaison et de l'enjeu de l'ambiguïté du texte dans les BD. Spy X Family est un manga racontant comment un espion, une assassin et une télépathe que rien ne reliait vont, sous différents impératifs, devoir faire semblant d'être une famille modèle. Dans le même temps, ces trois personnages s'efforcent chacun de conserver leur secret, et ce même envers les membres de cette fausse famille. Tout le monde ignore la véritable identité des autres, sauf bien sûr Anya, petite fille naïve mais débrouillarde, qui, grâce à sa télépathie, a accès à leur sombre jardin caché, ce qui permet de relativiser et faire de l'humour sur ces adultes qui pensent bien contrôler leurs secrets. Ce monde caché intérieur qui nous est facilement donné dans une BD grâce à la mise en scène de la pensée prend ici une autre dimension due à la présence d'une télépathe. Bien installer un code qui correspond à une pensée va donc être important pour l'auteur avant qu'il n'introduise Anya qui va venir tout chambouler. On va donc voir de quelle manière dans ce premier tome l'auteur met en place cet élément de mise en scène. Retenons quand même qu'une bonne partie des éléments de l'analyse que je vais expliquer ici peuvent très bien se comprendre instinctivement, surtout pour un lecteur habitué, mais si je me mets à la place de quelqu'un de moins aguerri, comme par exemple un enfant qui est aussi la cible de ce manga, je trouve que l'auteur fait preuve de pas mal de didactique pour aider son lecteur sans interrompre pour autant sa narration. Et comme toujours, essayer de mettre des mots précis sur des procédés les met différemment en lumière et leur donne aussi une autre compréhension. La BD commence avec une intro ne comportant que du texte dans un encadré, qui représente un narrateur extérieur nous expliquant les enjeux de base du récit. Ensuite, l'histoire commence, et dans un premier temps, on a alors uniquement des dialogues dans des bulles et des onomatopées, avant que l'auteur ne les mélange davantage en y ajoutant en plus des encadrés narratifs déjà vus auparavant. Il y va donc progressivement dans la mise en scène du texte pour éviter de surcharger le lecteur. Il en va de même ici, où sur la page de droite, on a d'abord la continuité de n'avoir que des bulles de dialogue, puis sur la page en vis-à-vis, la première représentation de pensée de ce manga. Une segmentation qui se fait par la séparation entre deux pages, ce qui permet de répartir et alléger la prise d'information, tout en gardant une continuité plus directe dans le récit grâce au vis-à-vis que si on avait tourné la page comme on l'avait vu via l'introduction qui elle venait au contraire appuyer davantage la séparation entre deux moments de narration distincts. Ici, le récit est réellement enclenché et donc le but est de garder une fluidité. Le premier personnage présenté est donc Twilight, l'espion au regard impassible, maître de lui-même, maître du déguisement et de la fausse identité. On le voit ici au restaurant, perdu dans ses pensées d'autant plus secrètes qu'elles sont non représentées visuellement, mais suggérées par le fait qu'il n'écoute pas ce que lui dit sa fausse compagne du moment, qui n'a aucune idée de qui il est réellement. On le présente comme un personnage fermé, qui sait très bien garder ses secrets et sa pensée réelle. Sur la page de gauche, Twilight quitte sa fausse compagne comme un rustre, et juste après, alors qu'on est seul à seul avec le personnage, l'auteur lui offre la première représentation de pensée de ce manga, et donc pour nous, un accès à l'intimité d'un personnage, même si c'est une intimité assez froide. Jusqu'au moment de l'arrivée d'Anya, l'auteur ne va représenter la pensée que de cette seule manière, via un texte flottant et sans bulle, avant de se permettre de complexifier et de varier sa mise en scène. Ce premier texte est en plus montré directement dans la tête de Twilight, pour renforcer la compréhension instinctive du lecteur que l'on nous montre ici une pensée. De plus, la pensée est ici montrée en deux temps, d'abord montrée dans le noir arrondi du chapeau, ce qui donne l'impression d'une sorte de bulle, mais dont la couleur inversée tend davantage à nous montrer un intérieur, une intimité. Il y a donc dans un premier temps une insistance sur l'idée qu'on nous montre une pensée, et ensuite, il y a la seconde partie de la pensée, inscrite directement dans l'environnement de la case, qui est ici très épurée car entièrement vide, ce qui sera la mise en scène la plus classique de la pensée. Ce texte en deux temps réparti au sein d'une même case permet d'opérer un lien entre ces deux bouts de phrase et par déduction comprendre qu'on peut tous deux les identifier comme une pensée. On entre ici dans cette idée de jeu des différences et des comparaisons qui sont une mécanique importante de la création de sens d'une BD. Ensuite, une fois cette idée introduite, la pensée est laissée plus isolée du reste du texte pour mieux continuer de prendre le temps de s'y accoutumer. Et la mise en scène continue là où on l'avait laissé, c'est-à-dire sur un texte entouré de blanc, ce qui opère la transition avec la case précédente tout en installant le fait que ce sera davantage sa routine que quand le texte est entouré de noir. On peut voir ce texte s'éloigner du perso en même temps que ce dernier s'éloigne de nous, pour à la fois renforcer l'idée de solitude du personnage, indiquer une fin de scène, et aussi davantage donner à ce monologue une fonction de narration explicative et plus générale sur la vie de Twilight. On va continuer l'analyse de cette page pour aller plus loin dans cette idée de mécanique de comparaison. On peut aussi voir que l'auteur a commencé sa page de gauche avec une bulle de parole normale, et donc opéré une continuité avec la page précédente, qu'il a ensuite déclinée via une mise en scène sans bulle, pour montrer en contraste une parole davantage secondaire et en aparté. Ce
texte sans bulle qui n'est pas de la pensée est indiqué par une police d'écriture différente, et elle a aussi été collée très près du texte de pensée, ce qui permet encore une fois cette idée de comparaison directe et pourtant non linéaire pour intégrer des informations à différents niveaux de lecture. C'est aussi probablement pour ça que l'auteur n'avait pas utilisé ce type de paroles sur les pages d'avant, pour éviter que l'on installe que le texte sans bulle était forcément du dialogue et non potentiellement aussi de la pensée. Les deux types de paroles sans bulle ont donc été introduites en même temps pour tout de suite bien faire comprendre leurs différences graphiques et leurs rôles respectifs. Par contre, les onomatopées avec et sans bulle avaient déjà largement été utilisées dans les pages précédentes, qui sont donc un type de texte représentant du bruit, dont la nature est très différente de celle d'une parole, et qui est donc moins sujette à une potentielle confusion. Pour renforcer les acquis du lecteur, ici, l'auteur les met tout de même dans une mise en situation de comparaison directe. De plus, dans cette case, pour la première fois du manga, l'onomatopée est écrite en blanc, ce qui la différencie encore par rapport au texte de pensée et de dialogue, malgré le fait qu'elle aussi soit sans bulle ici. On a donc ici trois types de mise en scène sans bulle qui se côtoient et qui poussent à bien intégrer leurs différences et leurs fonctions. Cette page était l'introduction du premier type de pensée et qui sera donc logiquement la mise en scène de pensée la plus commune dans ce manga. Sur la page après, on a une nouvelle mise en situation qui est intéressante car elle est peu bavarde et permet donc de se concentrer autrement sur les nombreuses mises en scène de texte pour renforcer nos acquis. Sur la page de gauche, on revient de nouveau majoritairement au texte mis dans des encadrés, qui est ici l'ordre de mission de Twilight donné par ses supérieurs. L'encadré narratif de l'introduction prend alors une nouvelle dimension sous la forme de chefs tout-puissants, anonymes et cachés, ce qui leur donne des points communs avec un narrateur extérieur. Aussi, comme sur la double page précédente, on voit que l'auteur a de nouveau aéré ses mises en scène de texte par la segmentation dans la double page, et donc en continuant de maintenir sa continuité narrative et de rythme de récit. Après une double page qui continue l'histoire et la mise en scène majoritaire dans des encadrés, on arrive à une variation de la mise en scène de pensée sans bulle, ici écrite en gras, puis écrite en plus en assez grand. C'est bien sûr une manière de nous montrer l'intensité d'une pensée qui indique aussi au lecteur son importance. De la même manière qu'on peut voir des personnages qui crient en chuchotant, on peut voir des personnages qui crient en pensée, ce qui est un concept assez spécial quand on y réfléchit. Mais encore une fois, le niveau d'abstraction que l'on peut donner à un texte dans une BD, qui peut flirter de la frontière fine entre paroles intenses et paroles criées, permet ce genre de souplesse de mise en scène. Ici, on peut y voir une représentation de la puissante volonté de Twilight et de ses ambitions, qui se veulent prendre en charge le monde entier. C'est un moyen pour l'auteur de montrer que l'on peut encore donner une autre dimension à la pensée, qui peut alors devenir aussi forte et importante qu'un dialogue. Du coup, transition de lieu, de nouveau adoucie par l'idée de page en vis-à-vis, et Twilight arrive dans l'orphelinat, où il va chercher à adopter un enfant pour commencer à constituer sa fausse famille pour sa mission. Le contexte du lieu est opposé. Sur la double page suivante, on va avoir l'introduction d'Anya et d'une nouvelle mise en scène de pensée. Du coup, on a eu dans un premier temps l'installation d'une routine d'un unique type de mise en scène de pensée qui est à présent interrompue. On a eu le temps de s'y habituer et cette interruption est amenée logiquement au moment de l'arrivée d'une télépathe dans l'histoire, qui change la donne pour ce qui est de la pensée. C'est un mélange malin entre évolution graphique, évolution narrative et didactique. Si on ne connaît rien de ce manga, on ne sait pas encore qu'Anya est télépathe, mais l'auteur va activement chercher à nous le faire deviner avant de nous le révéler clairement un peu plus loin. Sur cette page, dans le premier strip, à part le petit dialogue discret des enfants, l'auteur ne met en scène que de la pensée, avec le visuel que l'on connaît bien, ce qui lui permet dans un second temps de mettre en contraste la nouvelle variation. Et encore une fois, l'auteur introduit une nouvelle mise en scène de pensée en la faisant partir de la tête de Twilight, et dans une zone ombrée. Ça donne à la fois une cohérence dans sa mise en scène et dans sa didactique. Aussi, c'est parfois dur de mettre des mots sur le ressenti d'un code graphique, mais on voit clairement que le texte résonne différemment lorsqu'il est cerné ainsi. Dans cette case, cela renforce peut-être encore davantage l'idée d'intimité, mais en tout cas, vu le contexte, on peut probablement y voir l'idée d'une pensée captée par une télépathe. C'est d'ailleurs intéressant que la seconde bulle de pensée déborde sur la case du bas, où on commence à percevoir Anya qui semble alors y réagir. Le fait que la première bulle soit bien ancrée dans la tête du personnage pour ensuite lui échapper à la fois de son corps et de sa case, renforce cette idée de perte de contrôle de sa part, et de quelque chose qui est happé de lui, même s'il l'ignore. On peut voir que l'auteur semble aimer ce principe de mise en scène en deux temps pour faire comprendre une idée à son lecteur. Ensuite, l'auteur nous montre pour la première fois la pensée de quelqu'un d'autre que Twilight, en le faisant partir et finir sur les deux représentations de sa tête, et en ombrant le fond sur le premier plan, avec Anya qui garde le regard fixe vers l'avant, et donc à la fois vers le personnage et vers ses bulles. Encore une fois, la présence d'une télépathe change la donne, et on a donc accès à davantage de pensées que celui du premier personnage principal. Et cette nouvelle occurrence est aussi un moyen pour l'auteur de continuer de donner des indices sur la télépathie d'Anya pour les lecteurs qui l'ignorent encore. Dernière chose, et perso je ne l'avais pas remarqué au début, mais pour marquer les moments où Anya lit une pensée, une onomatopée Sting est indiquée. Pour le lecteur plus attentif que moi et qui le remarque, ça peut aussi être un indicateur du pouvoir d'Anya. Et ensuite, dans le manga, ce signe reviendra de temps en temps que l'auteur désire davantage marquer l'utilisation de la capacité de télépathie. Et c'est bien sûr aussi un moyen de renforcer la personnalité et l'aspect unique du personnage. Et dans cette scène de l'orphelinat, un autre moyen de commencer à indiquer doucement qu'Anya réagit aux pensées des autres personnages, et aussi le fait de lui mettre une petite bulle avec des points de suspension
suspension. Ensuite, l'auteur va de nouveau jouer avec un débordement des bulles sur 2 cases, en ajoutant en plus le fait que la phrase dite à haute voix va être continuée sous forme de pensée, et donc représenter ce que Twilight préfère en fin de compte garder pour lui. Et bien sûr, cette continuité d'une même phrase en 2 phases très différentes accentue l'idée qu'Anya, elle, ne perd pas le fil du propos. Après avoir insisté sur le fait qu'Anya réagisse à la pensée, sur la page de gauche et donc toujours par un jeu de vis-à-vis, l'auteur revient à sa mise en scène de base de la pensée pour installer le fait que peu importe la mise en scène, Anya capte les pensées. Du coup, il y a d'abord eu une insistance sur le pouvoir d'Anya par un remplacement complet de la mise en scène de la pensée avec un nouveau type de bulle sur lequel l'auteur a insisté avant de se permettre de revenir sur un vis-à-vis à l'ancienne mise en scène et donc commencer à introduire en douceur l'idée que dans ce manga, il va varier à sa guise le visuel de la pensée. Et enfin, sur cette fin de double page, on a un troisième type de mise en scène de pensée avec la classique bulle en nuage. C'est intéressant car cette bulle est tout d'abord assignée à uniquement Anya, qui est la seule pouvant garder sa pensée secrète. Pour représenter cela, elle a donc une bulle bien fermée qui lui est sur le moment réservé et qui en plus ne se place pas directement dans la tête du perso. Et le poser en fin de double page renforce l'impact de cette nouvelle mise en scène car elle participe au marquage d'une conclusion. Sur la double page suivante, l'auteur continue de faire progresser sa mise en scène en donnant en plus un petit symbole d'énervement à la bulle de Twilight. Grâce à Anya, la pensée nous est montrée avec plus de précision. Twilight perd ses secrets et son sang-froid d'apparence. Comme on l'a vu, dans un premier temps, l'auteur a donc ménagé ses effets de bulle pour mieux introduire le pouvoir d'Anya. Mais à présent que c'est bien installé, il va se permettre de jouer avec toutes les mises en scène possibles, ce qui lui donne une grande marge de manœuvre et une palette créative très fun à découvrir pour le lecteur. La narration peut continuer de se complexifier sans s'en donner l'air et donc offrir plus de souplesse et de possibilités à son auteur. Dans la suite du manga, Tatsuya Endo va notamment pouvoir représenter la pensée avec du dessin et aussi tendre davantage vers l'idée qu'Anya regarde et lit les bulles de pensée des autres personnages. Aussi, mais c'est un sujet à part entière, la fluidité narrative que permet la BD de naviguer de la parole à la pensée et de la réaction vive d'un personnage au temps de lecture est vraiment fascinant et plein de richesse. Bref, j'ai essayé de montrer ici la didactique qu'est ce manga et de la manière dont il a de nous prendre par la main et de conduire notre lecture et notamment en nous poussant activement au jeu de comparaison. Et si vous n'avez jamais lu ce manga, je vous le conseille vivement, il est vraiment très amusant à lire. Et notamment grâce au décalage qu'apporte la télépathie et à la mise en scène brillante que lui donne son auteur.